C'est quand même incroyable. Moi, j'ai un respect et un amour des arbres. Pour moi, ils sont au-dessus de tout. Non pas qu'il y ait d'échelle, mais il y a une sagesse, il y a une majestuosité de l'arbre. Il y a une absence d'ego, il y a une intelligence, il y a une puissance. Et en plus, quand on creuse, c'est eux qui nous donnent à manger, c'est eux qui nous chauffent, c'est eux qui nous permettent de construire des meubles, c'est eux qui nous font de l'ombre, c'est eux qui nettoient nos sols, c'est eux qui nettoient l'air, c'est la maison des oiseaux, c'est la maison des animaux. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour les amis, et oui, la rentrée est là, et c'est souvent le moment où l'on sent si l'on va au travail avec entrain ou bien à reculons. Et si c'est plutôt à reculons, c'est peut-être le moment de retrouver un métier qui correspond vraiment à votre personnalité, à vos compétences. C'est ce que Chance, vous le savez, notre fidèle partenaire, appelle l'amour pro, ce moment où votre cœur bat à nouveau pour votre travail. Pour y parvenir, Chance vous aide à clarifier votre projet professionnel, puis vous met en relation avec des managers qui vous correspondent grâce à leur nouvelle agence de Dating Pro. Et le plus, leur bilan est finançable avec votre CPF. Alors pour aimer à nouveau toutes vos rentrées, commencez par faire le test gratuit de l'amour pro sur le site de chance.co. On a tous entendu parler des expériences de mort imminente, les fameuses EMI, qui bouleversent la vie de ceux qui en témoignent. Ces personnes, en état de mort clinique, qui finissent par revenir, nous ouvrent des fenêtres fascinantes vers le monde d'après. L'héroïne du roman dont on va parler aujourd'hui est morte puis revenue parmi les vivants, transformée. Son autrice est comédienne, réalisatrice et romancière. Dans Illuminée, paru aux éditions J.C. Lattès, elle raconte la métamorphose d'Alice, qui a survécu et qui va changer complètement de vie. Au fil des pages, on plonge dans les paradoxes du monde actuel qui nous poussent à une vie parfois inauthentique et en rupture avec nos désirs profonds. À force d'introspection, on découvre avec Alice la voie vers plus d'alignement et de joie. D'ailleurs, de joie, mon invité n'en manque pas. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Audrey Dana. Bonjour et merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être ici. Oui, et moi donc, je dis la joie, tu n'en manques pas. On a l'impression que ça fait partie de toi, la joie quand même, Audrey. Je la cultive. Ouais, tu la cultives ? Oui, bien sûr, je la cultive. Et j'y arrive plutôt pas mal, mais je me rends compte qu'à force d'entraînement, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a un nouveau mécanisme qui s'installe. T'étais une petite fille joyeuse quand on parle de toi enfant ? Ma nature profonde, oui, c'est ça. J'aurais envie de dire quand même que chez les enfants, en règle générale, il y a cette joie simple, en fait. Je suis heureuse de voir des beaux nuages dans le ciel. Je suis heureuse de voir un oiseau qui passe. J'ai vraiment retrouvé cette joie-là que j'ai perdue un temps en construisant ma vie de femme. Mais c'est vrai qu'enfant, j'avais une nature très joyeuse, très expressive. Et quand mon père est mort, juste avant qu'il s'éteigne, je me suis dit, il faut absolument que je lui dise merci. Et il faut que je lui dise ce que j'ai à lui dire, parce que là, il va partir, c'était maintenant. Et la phrase qui est sortie, c'est « Merci de m'avoir donné cette capacité au bonheur ». Parce qu'il s'émerveillait beaucoup, mon père. Et c'était un personnage très fort. Et donc, je crois qu'il a participé aussi à ce souffle en moi qui m'habite, et je suis très reconnaissante d'ailleurs parce que je sais que c'est une chance. C'est ça. Alors je parle de la joie, mais il y a aussi beaucoup d'humour en toi, dans ton écriture, même s'il y a énormément de profondeur, et c'est ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout antinomique, au contraire, on a besoin aussi de cet humour. Tu écris parfois presque comme tu parles, non pas dans l'expression, parce que t'as une écriture qui est aussi assez littéraire parfois, mais il y a quelque chose d'assez croqué, d'assez drôle, tu vois, qui te ressemble. Il y a un côté clownesque aussi chez toi, Audrey. Complètement. Ah oui ? Je l'assume. Mais il y a qu'à voir les films que je réalise déjà. J'ai le premier film en tant que réalisatrice, c'est Sous les jupes des filles. On est vraiment sur de la comédie, parfois quasiment burlesque. Et j'adore. Je
suis quelqu'un, je crois, de très profond. Je pense que tout le monde est très profond, qu'on est tous habités par des émotions, voilà, intenses et des réflexions challengeantes et complexes et philosophiques. Tout le monde. Mais j'avoue, j'adore la porte de la comédie. J'adore que la comédie ne soit jamais loin. Et c'est bizarre, je sais pas pourquoi je parle de mon père, parce que ça revient, mais il disait toujours, même à mon enterrement, vous serez en retard. J'étais en retard d'ailleurs aujourd'hui, pardon. Et on était en retard à son enterrement, ma sœur et moi, ma grande sœur et moi. Et dans le taxi, on a pris une barre de rire en allant à l'enterrement de mon père. Donc le rire, il est là. Il est toujours là, en fait, dans la vie. Parfois, on peut vivre des moments si tragiques et rire profondément. Et j'aime ça. Et j'aime l'animalité et l'organicité du rire. J'adore ça. Alors, je t'avais reçu pour La Famille, ton ouvrage, ton autre roman qui est presque autobiographique, Ce terreau de failles et d'amour. C'est presque pas un roman, d'ailleurs. Non, c'était une autofiction. Voilà, une autofiction. J'ai saupoudré d'imaginaire une histoire inspirée de mon enfance qui méritait sans doute un livre tellement elle est intense et particulière. Avec ce jeu de mots, famille, faille. Famille avec le M entre parenthèses qui donnait un titre à double tiroir puisque famille sans le M, c'est faille. Mais là, c'est mon premier roman de fiction. C'est vraiment la première fois que j'écris avec un personnage qui n'a a priori rien à voir avec moi. Alors, on est derrière tout, bien sûr. Mais cette Alice, elle me ressemble pas a priori. Et ça a été un exercice. C'est Maïr Gurven qui est Goncourt Jeunesse sur son premier livre qui est venu me chercher et qui m'a dit fais une fiction. Et j'avais envie de poser des réflexions. Il m'a dit non, fais une fiction. Je le remercie tant et tant parce que ça ouvre tout et étrangement, on est encore plus proche en fait de soi. Alors, tu parlais de barre de rire dans un taxi et cette héroïne que tu mets en scène, elle s'appelle Alice Barré, puisqu'on parle de barre barrée. Est-ce que tu as envie de nous pitcher le livre ? De quoi il parle ? Et puis, je le dis aussi pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, je te ferai lire un petit extrait du début, face caméra, que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux parce que, évidemment, tu es comédienne, il y a cet humour en toi, il y a ce sens de la comédie. On se connaît aussi hors antenne et parfois tu me racontes des scènes, mais c'est hurler de rire. Tellement tu es une conteuse, finalement. Le début n'est pas si drôle. Le début n'est pas si drôle, mais tu es une conteuse, Audrey, non ? C'est ce que j'aime. J'ai compris, au début, je pensais que j'étais actrice et puis au fil des années, j'ai compris que ce que j'aimais, c'est raconter des histoires, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Donc, avec grand plaisir pour partager ce premier chapitre. Exercice très difficile que le pitch d'un livre. Je dirais que c'est l'histoire d'une femme qui approche la cinquantaine. On manque d'héroïnes de cet âge-là, qui est toujours en quête sentimentale, qui a vécu une vie de chaos amoureux, qui a 4 enfants de 3 pères différents et qui cherche, je pense, la salvation par l'amour. Et puis, elle va à un date, c'est le premier depuis des mois, puisque quand t'as 4 gosses avec 3 pères différents, les plannings, c'est quand même tout un truc, plus le travail, etc. Donc, elle a enfin un créneau, enfin une possibilité, enfin une ouverture, et elle va faire une allergie subite à la cacahuète et un œdème de coin qui est mourir. Et donc, ce livre, Mourir et puis renaître, et entre les deux, elle va vivre une expérience de mort imminente. Donc, ce livre, c'est cette fille qui revient dans un corps qu'elle ne sait plus habiter et qu'elle va réapprendre, en fait, à investir jusqu'à se découvrir, elle. Pourquoi c'était important pour toi de démarrer par quelque chose de radical ? Et ça pose cette question, est-ce que pour pouvoir... J'aime pas tellement le mot « changer » parce que fondamentalement, on change pas tellement dans la vie. Mais en tout cas, pour pouvoir... être en conscience, comprendre des choses, bouger, évoluer, se remettre en question, se métamorphoser, puisqu'on est en métamorphose, est-ce que finalement, il y a besoin parfois de passer par une forme de radicalité ? Alors là, elle l'a pas voulu, évidemment, et souvent on subit en fait cette radicalité, mais est-ce que tu vois des changements plus spectaculaires quand il y a une traversée comme ça importante ? Pour pas dire
changer, puisqu'en effet on ne change pas. Nietzsche, il disait deviens qui tu es. Donc c'est vraiment ça le travail de la métamorphose de la chenille. Je crois avoir saisi une petite chose, c'est que chaque évolution passe par un chaos. Je m'en suis rendu compte bêtement en étant actrice de théâtre, en jouant tous les soirs au théâtre. Les premières fois, donc quand j'avais 20 ans, j'ai joué des centaines et des centaines de fois, des milliers de fois en fait. Je montais sur scène et d'un coup je savais plus jouer, ok ? Et c'était tragique. Et je le prenais premier degré, c'est-à-dire que je rentrais chez moi et je me disais je dois changer de métier, je dois trouver un autre métier puisque je ne sais plus jouer. Et le lendemain c'était pire, et le surlendemain c'était pire. Et c'était une torture, une traversée du désert. Et puis, à un moment, quand tu dis ça y est, c'est bon, c'est foutu, je suis plus actrice, c'est terminé, tu lâches l'affaire, tu passes un palier. Et je me suis rendu compte que quand j'arrivais à jouer à nouveau, c'était mieux que la dernière fois que ça avait été bien. J'ai mis du temps à voir le pattern, mais le théâtre m'a beaucoup aidée puisque je jouais tous les soirs. Oui. Et vraiment, il y avait quelque chose presque de l'ordre du un mois et demi, ça roule, ça évolue, ça gratte un peu, mais machin. Descente aux enfers. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je joue, je ne sais plus ce que je raconte, fort, je ne sais plus rien. Et boum, je suis meilleure. Et donc, j'ai dit, ok, donc artistiquement, arrête de prendre au premier degré, en fait, ces crises. Sache que, serre les fesses, tu vas sortir un peu plus forte derrière. Et je suis en train de commencer à comprendre que c'est vraiment pareil dans la vie. Donc, oui, je crois que les métamorphoses, les évolutions essentielles dont on a tous besoin pour grandir, parce que je crois qu'on est ici pour ça, incarné pour ça, elles passent par une forme de mort de l'ego, une forme de... Il y en a qui appellent ça la nuit noire de l'âme. C'est très tragique, la nuit noire de l'âme. C'est très tragique. En même temps, c'est beau comme terme. On comprend bien de quoi il s'agit. Mais oui, mais d'ailleurs, la plus grande métamorphose que moi j'ai vécue en tant que femme, c'est la naissance. J'ai eu la chance d'accoucher naturellement. Ça a duré 28 heures, mon premier accouchement. Je parlais au ciel alors que j'étais absolument non croyante à l'époque. Et je demandais de l'aide et je demandais pourquoi. Surtout, pourquoi est-ce qu'on nous faisait subir une telle douleur ? 28 heures de douleur. J'avais 22 ans. C'était la plus grande... J'ai des frissons partout. Oui. La plus grande métamorphose de toute ma vie. Cette douleur... C'est long, 28 heures. M'a préparée à l'amour incommensurable qui allait m'inonder, aux nuits blanches que j'allais me taper, à cette transformation. D'un coup, on passe au second plan. C'est la plus grande métamorphose que moi, personnellement, j'ai vécue, celle de devenir mère. Et force est de constater que quand même, la nature a fait que cette transition-là, on va bien te la faire sentir passer. Oui. C'est quand même l'accouchement, c'est sur l'échelle de la douleur, on a 9 sur 10, je crois. Ça pose quand même cette question, est-ce que pour être initié, on a besoin de traverser la souffrance ? Alors, c'est vraiment une question intéressante. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, on peut se dire, il faut souffrir pour être fort, voilà. Ça, c'est une certaine philosophie, c'est pas du tout la mienne. Je pense, en revanche, que le chemin de la vie est fait de mouvements et que la souffrance en fait partie. Mais je ne vais pas la chercher et je ne pense pas que c'est le seul chemin. Oui. D'ailleurs, dans le cas d'Alice, dans ton ouvrage, on peut presque même pas trop parler de souffrance parce que elle, finalement, sa mort va être relativement agréable, ce qu'elle va vivre pendant son expérience de mort. Elle veut plus revenir, tu veux dire ? Non, elle veut pas revenir. J'adore comment tu décris. C'est vraiment cette idée. Je sais plus si c'est crème chantilly, mais c'est un état comme ça crémeux. Crème chantilly, légère, mousseuse. Ouais. Bien sûr, elle veut pas revenir. C'est trop chouette. Donc elle traverse pas vraiment de grandes souffrances. L'entourage, oui, mais elle, pas forcément à ce moment-là. Alors, sa mort physique, bon, elle n'est pas très agréable au moment où elle bascule, puis elle bascule. Donc, elle vit cette expérience où elle sort de la matière, elle sort des contours, elle sort des frontières apparentes du corps, et donc elle est libérée. Et elle est libérée du poids aussi de la société, elle est libérée des injonctions, elle est libérée du devoir-faire, elle est libérée du temps. Et en fait, j'ai entendu ça l'autre jour, je trouve ça génial. La seule chose qui fait qu'on ait peur et qu'on stresse, c'est le temps. S'il n'y a pas de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais finalement
dans ce temps qui m'est imparti, aimer, gagner assez d'argent, m'exprimer. S'il n'y a pas cette notion de temps, il n'y a plus de souffrance. Donc, elle est dans la liberté totale. En effet. Et après, la souffrance, elle va venir après. Elle va venir quand elle va devoir réintégrer ce corps avec ce regard complètement métamorphosé sur le monde, puisque c'est une cartésienne à la base, la fille. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on retourne dans un corps qui est presque trop petit pour soi, que tout a changé et qu'on repart dans une vie qui semble être celle d'une étrangère? C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Ça fait écho d'ailleurs, évidemment, on va essayer, comme toujours quand on parle d'un roman, de ne pas dévoiler tout l'ouvrage, parce que quand on lit un roman, on aime savoir ce qui va se passer et puis que ce soit pas spoilé, comme on dit en anglais, excusez-moi, pour en tout cas dévoiler à l'avance. Mais ça fait écho avec ce que tu disais avant, c'est-à-dire que j'allais au théâtre tous les jours et je me disais je suis de plus en plus nulle et j'y arrive pas. Et cette descente aux enfers, c'est aussi beaucoup ce qu'on se raconte dans notre tête. Et Alice, dans ton ouvrage, c'est vraiment la championne. C'est-à-dire qu'on voit, elle fait partie de ces gens, et on est tous comme ça, assez brainy. Elle mouline. Et finalement, les croyances qu'on a, nos conditionnements, le regard qu'on porte sur le monde, ça tourne en permanence comme un programme presque autonome. Et elle va prendre conscience de ça, Alice. C'est pour ça que c'est tout un challenge de tenter la joie. Non pas qu'il faille être heureux tout le temps, parce que ça c'est une injonction terrible, puisque dès que du coup tu es saisi d'une émotion dite un peu basse, un peu négative, tu vas en plus culpabiliser. Donc c'est une catastrophe. Faut surtout pas se dire que la vie, le but c'est d'être heureux tout le temps. En revanche, c'est un chemin et un apprentissage, et les pensées négatives dominent. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Moi qui suis artiste, je vais recevoir 5 très très bonnes critiques et une très mauvaise critique. Je vais focaliser sur la mauvaise. Moi et tout le monde, on est tous pareils. Le négatif l'emporte. Et on a un mécanisme qui est presque comme une roue de hamster qui roule tout seul. Et puis tout dans la société en plus nous pousse à ça, puisque quand tu allumes la télé, tu tombes sur les infos, c'est les mauvaises nouvelles, on and on. Et c'est très rare, en fait, qu'on raconte des histoires qui sont formidables, qui finissent formidablement bien, où tout s'est bien passé. Non, on est toujours dans le drame, on recherche le problème. En fait, quelque part, on recherche l'évolution. Mais du coup, comprendre à un moment que cette roue qui semble tourner toute seule, en fait, ne tourne pas toute seule. Et qu'on peut la faire tourner dans l'autre sens. Et qu'en fait, le point commun entre ces deux mouvements, c'est moi qui suis spectatrice et qui peut décider de faire tourner dans un sens ou dans l'autre du moment que j'ai conscience. Un peu comme la douleur. Quand on se cogne, on a 2 options. Je crie, je panique, je hurle, je me contracte et j'ai 4 fois plus mal. Ou je fais comme si je m'étais presque pas fait mal. Je respire à l'intérieur de la douleur et je m'apaise. Sans être pour autant dans l'évitement, parce qu'il y a un accueil. Il y a un accueil. À ce moment-là, de la douleur, sauf qu'en fait, on le voit. Sauf que, voilà, on l'accompagne comme la douche glacée. Parce que sinon, on pourrait dire même pas mal, tu vois ce que je veux dire. On pourrait être dans l'évitement, qui est une 3e voie. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a du même pas mal pour conditionner son cerveau, mais en même temps, tu es en train de respirer dans la douleur. Donc, c'est bien que tu en prends conscience de cette douleur. Comme la douche froide, quand on la prend, on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, les bains à 0. On a l'impression qu'on va mourir. Et puis, si je dis à mon cerveau, pas du tout, ça va très bien, et que je fais le contraire de ce que mon corps est en train de me dire, à savoir respirer doucement. Oui, tu avais fait l'expérience avec Wim Hof. Avec Wim Hof, et maintenant, je le fais. Je pratique les bains froids. J'ai même été dans le Cantal, en plein hiver, à -2 dans les cascades. Donc, il m'a fait transcender quelque chose. Je pouvais même pas mettre mon pied dans l'eau froide avant. Donc, c'est intéressant, juste en jouant la comédie. Et quelque part, on est là un peu pour ça. On est tous dans des formes de personnages. On porte tous une forme de masque et on est tous en train de se raconter des histoires, même si parfois on oublie qu'on se raconte une histoire et qu'on y croit prom dug. Alors justement, ton héroïne, elle est confrontée à cette voix de Jiminy Cricket, qui est son double, qui est elle-même et qui sans arrêt est en train de lui parler à côté. Et il y a une lutte en fait entre ces 2 personnages, entre son ancienne elle et son elle actuelle. Et cette voix qui nous donne des injonctions, on l'a en fait en permanence. C'est ça que tu avais envie de mettre en scène, ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Alors, ce qui est très drôle dans l'écriture d'un roman, c'est ce qui nous échappe. Parce que elle est née, cette 2e Alice qui est apparue, en fait. Elle est renée, quoi.
Voilà, elle est renée. Et en fait, c'est cette voix qu'on a absolument tous. Et c'est sur cette voix, en fait, qu'il faut qu'on travaille, je crois. J'ai la sensation que l'image, la planète est à l'image de notre manque d'amour de nous-mêmes. Et que le travail de ce siècle, c'est qu'on réapprenne à s'aimer soi. Et ces voix qui condamnent, qui jugent, qui se moquent, on est les premiers, en fait, à leur laisser de la place et à les laisser nous freiner. Donc là, en effet, il y a cette nouvelle Alice qui comprend pas grand-chose à cette vie qu'elle n'a pas choisie. Et puis l'ancienne, qui est extrêmement cartésienne et qui ne comprend pas la métamorphose que la nouvelle est en train de vivre. Et donc, elles vont se chamailler, se détester, en fait. Se détester. Il y a un moment où Alice, elle voudrait la bâillonner, elle voudrait la faire disparaître. Et là, c'est aussi une métaphore, je crois, sur la stratégie de l'évitement, justement, puisque que ce soit la douleur, que ce soit cette voix, soit on se dit non, ça n'existe pas, je voudrais que ça parte et tout, soit on regarde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et évidemment, en fait, que cette autre Alice, elle a quelque chose à dire de beaucoup plus profond que cette espèce de brouhaha qu'elle est en train d'assommer l'autre avec, quoi. Et en plus, la façon dont les voix parfois nous parlent, nos propres voix, ça peut être soit des injonctions intérieures et on peut en prendre conscience, ça peut être aussi physique. Des sensations, ça peut être la maladie, ça peut être plein de formes différentes. Alors moi, aujourd'hui, je suis devenue si à l'écoute de ça. Et plus j'avance dans le temps, je sais pas si c'est notre époque qui change, si c'est qu'on est en train de passer à une nouvelle fréquence, ou si c'est tout simplement que je m'approche des 50 ans et que je peux plus me raconter d'histoire. Mais maintenant, c'est automatique. Quand je fais quelque chose qui n'est pas aligné avec moi, mais j'aimerais que ce soit aligné avec moi parce que j'y crois, parce que ça m'arrange de me raconter cette histoire, parce que ça me réconforte là tout de suite, ça m'apaise comme un petit shoot de sucre, un truc, voilà. Je me blesse. J'ai un problème dans le corps. C'est instantané maintenant. Et je l'écoute. Avant, je me disais, mais non, bon, voilà, tu t'es mal assise, tu t'es tordue, tu t'es un peu fait mal au dos, tu t'as couru, tu t'es tordu la cheville, voilà. Non. C'est, en tout cas, aujourd'hui, moi où j'en suis dans ma vie, c'est que quand mon corps, il réagit, je m'arrête. J'écoute. Parce que la douleur, elle est là pour nous dire quelque chose. Et d'écouter cette douleur et de plonger à l'intérieur, ça a changé quelque chose en moi, je crois, vraiment profondément, par rapport à cette part d'ombre que moi, j'avais une tendance à vouloir absolument... Éradiquer. C'est même pas mettre sous le tapis, parce que c'est éradiquer. Ouais, t'as fait le geste, hein. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, tu as vraiment fait ce geste. Ouais, voilà, hein. L'idée de non, va-t'en, je vais aller méditer, je vais aller faire ci, je vais tout faire pour ne pas ressentir ce malaise. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Alice, et puis toi, peut-être c'est pareil dans la vraie vie, elle va développer en fait un certain nombre de capacités. Toi, tu es quelqu'un d'hypersensitif, de très sensible. Est-ce que tu perçois toi aussi les énergies, les autres est-ce que tes mains ont cette capacité de sentir des choses? Donc, c'est vrai qu'Alice, quand elle revient de son expérience de mort imminente, elle va avoir des choses qui se passent, qui sont très nouvelles, donc une hypersensibilité, du magnétisme dans les mains, des flashs, des voix, ce qui est d'ailleurs, d'après les témoignages d'expériences de mort imminente, c'est assez fréquent en fait que quand on revient de l'autre côté, on ait des nouvelles habilités, oui, des perceptions comme ça, des perceptions oui. différentes en tout cas. Pour parler de moi, j'ai vraiment eu une bascule dans ma vie. Un jour, j'ai fait une séance de lithothérapie. Je crois que je l'ai raconté ici. Et lithothérapie, c'est avec les pierres. Hein. La thérapie par les pierres. J'avais aucune idée de ce que c'était, aucune idée de qui était cette thérapeute. Quelqu'un m'a dit c'est bien, j'allais mal. Je me suis dit vas-y fonce. Tu sais quand tu te poses plus de questions. Et je suis sortie de cette séance de lithothérapie et quelque chose a bougé en moi très fort, comme la prise mère qui se reconnecte à la prise terre, quelque chose de l'enfance que j'avais, dont je m'étais déconnectée. Parce que j'ai construit ma vie de femme, parce que j'ai pensé carrière, construire, voilà, faire tout ça. Et
Et ça s'est reconnecté, mais ça a été vraiment, il y a avant, après. Je crois que ce livre, il est très inspiré de cette bascule que j'ai vécue. Et en effet, tout a changé. Donc, j'ai une perception du règne végétal qui est tout à fait différente. Oui, on va en reparler longuement, métamorphosée, totalement. Et puis, oui, des humains, quand on m'y autorise. Parce que j'ai commencé à ressentir une habilité à capter l'autre au-delà de ce qu'on capte d'un physique et d'une énergie comme ça. Et puis, au début, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Donc, j'ai très vite appris qu'on ne pouvait absolument pas se permettre de chercher à capter l'autre sans avoir l'autorisation de l'autre. Et puis, j'ai commencé à comprendre un peu les protocoles. Et puis, j'ai commencé à dépanner des amis qui se brûlent, qui se cognent avec un bleu. Et puis après, j'ai commencé à comprendre que quand je posais la main pour un bleu ou pour une brûlure, je me connectais à quelque chose de beaucoup plus profond. Et puis, je me suis dit, peut-être que je me fais des films. Et en fait, quand j'exprimais ce que je ressentais, je voyais bien que je me faisais pas de film, comme si on devenait l'autre. Et en fait, ça peut sembler mystique, barré, déjanté, déglingo. Mais en fait, si on regarde d'un tout petit peu plus près la physique quantique, qui nous dit que tout est énergie, que tout est fréquence, et que les frontières ne sont qu'apparentes, et que toi et moi, et tous les objets ici, on est dans une forme d'océan, et que comme la goutte, on ne peut pas se séparer de cet océan. Donc, au final, c'est pas si fou que ça. C'est revenir à cette unité. Après, quel est le chemin pour arriver à ça? Qu'est-ce qui s'est produit en moi pour que ça se passe? Je ne sais pas vraiment. Surtout, comme tu le dis très bien, dans le cas d'Alice, et puis là, tu viens d'expliquer dans la vraie vie, c'est pas forcément un choix. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché, ça t'est tombé dessus et ça s'est ouvert. Donc, il y a quelque chose qui se réalise, mais presque à l'insu de la personne, en fait. Complètement. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, j'ai pas cherché ça. Moi, avant, quelqu'un me disait j'ai mal au dos, je disais appelle un ostéo. Je savais même pas masser. Je savais même pas faire un truc qui peut détendre, quoi. J'avais pas ce truc-là. Et d'un coup, quiconque se cognait, tombait, mais même dans la rue, des inconnus. Et j'ai les mains qui vibrent. Ça s'allume. Je ne peux pas faire autrement que de... Et je sais même si je suis la meilleure placée pour intervenir. C'est-à-dire que si évidemment il y a un médecin ou quelqu'un, par exemple quand il y a quelque chose dans la rue qui se produit, j'ai le radar de savoir si c'est mon job en fait d'intervenir ou pas. Mais ça me dépasse complètement. C'est ça qui est intéressant. Alors l'amour évidemment c'est un grand thème, il en est beaucoup question dans cet ouvrage. Et cet amour, il est multiforme. Moi, j'ai adoré aussi, parce que je suis maman et qu'on partage aussi ça avec nos enfants, cet amour viscéral pour ces 4 enfants là d'Alice. C'est le seul point commun qu'elles ont les 2 Alice, en fait, cet amour des enfants. Cet amour des enfants, qui est une forme d'amour, mais aussi l'amour pour les hommes de sa vie. Là, je parle d'Alice. Comment tu vois l'amour aujourd'hui? C'est une question qui est très vaste, mais... Est-ce que tu penses que finalement c'est notre plus grand défi? Tu parlais de challenge tout à l'heure. Est-ce que c'est notre plus grand appel, je dirais, quand on vient s'incarner? D'ailleurs, quand elle fait cette EMI, c'est ce qui lui est donné quelque part. Et on lui dit va vers l'amour d'une certaine manière. Elle ne veut pas revenir et on lui dit tu dois te réincarner si tu veux mourir en paix et vivre l'amour. C'est pour ça qu'elle revient. Donc d'ailleurs, elle va être en quête de rendez-vous amoureux dans le but d'aimer et de pouvoir se casser et repartir. Quand j'avais 15-20 ans, donc mes débuts de femme amoureuse, je ne comprenais pas que 2 personnes se mettent ensemble, se choisissent. Je me disais, on est des milliards d'individus sur la planète, qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête sur quelqu'un ? Et oui, tu avais cette question, c'est marrant. Hein. Ouais, vraiment. Ouais. Et pour moi, l'amour, c'était presque comme une planète dans un autre système solaire. Et j'étais pas tout à fait certaine que ça existe. J'ai 50 ans aujourd'hui, ou presque. Et c'est fou comme... En fait, elle savait déjà à 15 ans que ça allait être un énorme sujet. Je crois que moi, c'est le sujet de ma vie. L'amour dans le sens amoureux, dans le sens ce partenariat. Mais évidemment que quand on parle d'amour, on parle de quelque chose de bien plus grand. Aujourd'hui, mon regard là-dessus, sur l'amour, c'est que c'est la source de tout.
c'est que tout est amour. Tout. Même, et j'espère que je ne choquerai personne quand je vais dire ça, quand quelqu'un se comporte mal, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Tout est à propos de l'amour. De la quête d'amour, du manque d'amour. On est tous là-dedans. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, par exemple, quand tu roules dans Paris et que un chauffeur commence à t'insulter et t'agresser parce que tu as fait un truc qui lui plaît pas, si tu lui souris, que tu mets les mains en prière et que tu le regardes en disant « je t'écoute et j'entends ta frustration ». Ouais, pardon, quoi. Pardon. Il se métamorphose. Et il envoie de l'amour instantanément. Pourquoi il s'énerve contre moi ? Parce qu'il n'a pas reçu sa dose d'amour. Ça fait combien de temps qu'il ne reçoit pas sa dose d'amour ? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de l'enfance ? Est-ce que ça vient de sa relation aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en fait, tout est à propos de ça. La quête est là. La quête est là, je crois que c'est le grand sujet. Et il n'y a qu'à voir les films, il n'y a qu'à voir la musique, écouter la musique. Tout est à propos d'amour. D'ailleurs, on voit Alice, et tu le dis très bien dans le roman, il y a beaucoup de confusion autour de l'amour parce qu'elle se dit, est-ce que finalement j'aime quand je désire ? Est-ce que quand je suis en manque, c'est de l'amour ? Toutes ces questions que tu viens décortiquer, elle se les pose, elle se dit, est-ce que tout ça ? Et du coup, c'est très interrogeant. Qui aime quand j'aime ? Est-ce que ce sont mes hormones qui parlent ? Est-ce que c'est mon désir ? Est-ce que c'est mon désir universel, mais aussi mon désir intime ? Oui. Qu'est-ce qui parle quand je cherche l'amour ? C'est vraiment, pour moi, la question. C'est une grande question. Cette magie, qu'est-ce qui fait ? C'est-à-dire que, donc, à 15 ans, 20 ans, je me dis 7 milliards d'habitants, enfin, il y en avait 6 à l'époque. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'on choisit un ? Il y a trop d'options, il y a trop de choix. Aujourd'hui, je me dis, rencontrer une personne avec qui tu t'entendes, physiquement, intellectuellement, spirituellement, avec qui tu pourrais partager un quotidien si tel était ton choix, c'est rarissime. Et c'est extrêmement précieux. Et moi, personnellement, je n'ai toujours pas rencontré cette personne. Tu vois ? Et on voit dans l'ouvrage, elle va chercher des bouts, on va dire, je dis ça comme ça, c'est un peu caricatural, chez chacun des pères ou des personnes qu'elle rencontre, il y a une part. Chez Jean, par exemple, qui est vraiment son amour d'enfance, il y a cette douceur, il y a cet ancrage, il l'aime profondément et donc c'est bon pour elle. Et chez un autre, il y a un peu le grain de folie, il y a voilà, cet amour peut-être de la nature chez un autre. Et finalement, c'est un panthéon d'hommes à l'intérieur d'elle. C'est vrai, c'est comme si c'était plein de facettes, justement, d'elle-même, d'elle-même et de ce diamant brut qu'est l'amour. Et c'est vrai que c'est une question pour revenir aussi à ce que tu disais juste avant. Qu'est-ce qui parle ? Est-ce que c'est ma solitude ? Est-ce que c'est mes hormones ? Est-ce que c'est le charme intersidéral de cette personne ? Oui. Il y a des personnes qui nous envoûtent. On va croire qu'on les aime, mais en fait, on est d'un coup, c'est voilà, ça. on est sous une forme de et c'est voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vraiment appeler ça de l'amour ? C'est une très grande question. Et aujourd'hui, puisque j'ai pas vécu ce grand partenariat, c'est-à-dire cette complicité et construction à deux sur un nombre assez conséquent d'années pour appeler ça une histoire d'amour, je n'ai comme point d'ancrage et d'appui que mes histoires. Donc c'est elle qui compose aujourd'hui une forme de vision de l'amour, mais qui n'est pas aboutie, puisque j'ai pas rencontré mon gars. Oui. Si j'ai un gars, et si c'est pour cette vie, j'ai fait ma numérologie. Quelqu'un m'a fait ma numérologie. Il paraît que j'ai 3 fois l'ermite. Ah oui. dans mes chiffres. Alors je me dis, bon, peut-être que ça va être une grande vie de solitude. Après, j'adore ma solitude et je ne me sens jamais seule, justement parce que j'aime les animaux, j'aime la nature, j'aime les végétaux, j'aime les humains, j'aime le ciel, j'aime mon métier, en fait, je suis dans l'amour. Donc ma solitude, elle me pèse pas. Aujourd'hui, elle m'a jamais pesé d'ailleurs, je me suis jamais sentie seule. Merci, mon Dieu, pour ça. Et puis, il y a aussi une sorte de réalisation qu'on ne peut pas trouver tout chez une seule personne qui viendrait combler toutes nos facettes, en fait, et toutes ces facettes du diamant que nous sommes, chacun. Pour moi, la seule personne qui puisse combler quoi que ce soit, c'est soi-même. Quand on cherche dehors, on est déjà en train de chercher à côté. Puisque si on devient un peu métaphysique, même le dehors n'existe pas.
Donc il n'y a que l'intérieur. Quand on ferme les yeux, on peut rencontrer l'univers parce qu'on le porte en nous. C'est le principe de cette goutte qui n'est qu'une goutte, mais qui porte l'océan tout entier. Donc oui, c'est jamais en attendant, en tout cas quand on est dans l'attente de quelqu'un qui va venir remplir le vide à l'intérieur, on s'éloigne du travail principal qui est celui de déployer l'amour de soi. Mais c'est un sacré challenge de s'aimer. C'est tellement... Je veux pas dire le mot difficile parce que j'essaye justement de faire attention aux mots que j'utilise, mais c'est challengeant de s'aimer. C'est dingue. Par exemple, cet exercice, quand on dit « Regarde-toi dans le miroir, dis-toi je t'aime ». Ça va changer ta vie. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut mettre au monde des enfants et les aimer à la folie. On peut rencontrer un mec ou une nana qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et lui donner tout notre amour et le respecter. Et pour soi, c'est si complexe. J'ai interviewé il y a pas longtemps une neuroscientifique, Lucie Vincent, qui est venue nous parler des travaux sur le cerveau et l'amour. Et c'est quand même assez impressionnant ce qu'elle disait, que l'amour est une illusion au départ parce qu'on est programmé pour la survie de l'espèce, et donc le programme tourne. Et donc forcément, cette alchimie amoureuse qui est si extraordinaire au début, c'est lui, c'est elle, je lui donne tout, tu viens très bien de le dire. En plus, comme tu es actrice, j'adore comment tu le dis, on y croit. Et en même temps, on sait que derrière ça, il y a une part évidemment d'amour, mais il y a aussi une grande part d'illusion, des débuts, de ce qui nous possède. Et on voit bien dans le roman, à un moment donné, elle est possédée par un homme, et moi-même j'y crois, dans cette histoire-là, je ne vais pas dire laquelle parce qu'il y en a plusieurs, et j'ai cru que c'était la bonne. Parce que je me suis dit, il y a une telle alchimie, ils sont faits l'un pour l'autre, ça se voit. Eh ben non, en fait, c'était pas le cas. Et c'est toujours troublant dans nos histoires de vie, parce qu'on a tellement envie d'y croire, et on sait qu'il faut se débarrasser après des illusions et tout ça. Et pour autant, on voit des couples qui restent dans cette alchimie plus ou moins toute une vie. Il y en a. Il y a Claude Lelouch, il dit l'amour c'est comme les chefs-d'œuvre, c'est 1 sur 1000. Il y en a. Je connais des personnes qui sont ensemble depuis toujours et quand elles se séparent, par exemple 3-4 jours, on dit ah là là, il me manque, je trouve ça, ça me bouleverse, j'ai des frissons partout, c'est simple. C'est ce qui est fou en fait dans cette illusion que tout le monde a vécu. On a presque tout le monde, parce qu'il y en a qui ont rencontré leur partenaire assez tôt et qui sont restés avec ce partenaire, mais on a tous eu ces moments d'emballement. D'ailleurs, Stendhal appelle ça la cristallisation. Dans un petit livre qui s'appelle De l'amour, et je trouve l'image géniale, c'est que quand tu rencontres l'autre et que tu tombes amoureux, tu vas le voir comme un arbre sous le givre. Et donc, imagine la lumière du soleil qui frappe le givre, les éclats, tout brille, c'est sublime, c'est magique, c'est la magie de Noël, c'est waouh. Et puis le printemps arrive et ça fond, et en fait t'as un arbre qui a même pas de feuilles encore. Soit tu continues à le trouver magnifique et encore plus beau, et ça c'est l'amour. Soit tu le vois pour ce qu'il est, et d'un coup tu te dis disons c'est juste un arbre avec des branches et même pas de feuilles, et tu te casses. Et ça c'est la désillusion. C'est le moment où tu te décristallises, qui est terrible. Moi, par exemple, à 14, 15, 16, 17, donc j'avais des petits copains et tout, et c'est pareil, c'est comme le théâtre, tu vois, au bout d'un moment tu comprends le pattern. Ouais. Et j'avais cet emballement, et moi je disais je t'aime, je veux rester avec toi toute ma vie. Ouais. Bon, après je me disais comprends Audrey que tu peux le dire, et puis après plus du tout le ressentir. Donc j'ai appris à mesurer au fil des années, et à plus prendre ces montées d'hormones pour ces emballements pour de l'amour. Néanmoins, j'ai continué à être piégée. Et ce qui est particulier avec ces moments, ce qui rend les choses vraiment, vraiment dures dans ces moments-là, c'est que, alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire je t'aime ? Oui, c'est ça. Parce que moi, tu m'as dit je t'aime. Parce que moi, je t'ai dit que je t'aimais. Parce que on a partagé des mots, et les mots ont un poids, ont une valeur. En tout cas, pour moi, les mots, c'est précieux. Alors, ils se vident de leur substance d'un coup. Ils sont comme un engagement, parfois. C'est ça qu'on entend. Ils sont comme un engagement. Ils vont se vider de leur substance soudain. Et tu te dis, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que c'est l'amour, au final ? Puisque j'ai été persuadée plusieurs fois, moi, d'avoir vraiment rencontré quelqu'un avec qui j'allais pouvoir projeter dans un futur long.
Et en fait, non, ils étaient là pour me faire travailler sur une de mes failles, encore quelque chose que j'avais pas vu, pas réglé, parce qu'on porte tout ce joyeux bordel des modèles amoureux qu'on a eu enfant. Moi, j'ai eu mon père et ma mère, mais catastrophique comme modèle. Vraiment cata. Alors, si vous voulez réécouter, on avait fait une émission absolument incroyable, La famille, ce terreau de failles et d'amour, qui était notre premier épisode ensemble. On avait eu un coup de foudre amical. Ah oui. Ouais, vraiment ce jour-là. C'était il y a 4 ans. Quand est-ce qu'il est sorti, cet ouvrage ? Je crois que c'était il y a ça, 4 ou 5 ans. Voilà, parce que tu parles de cette famille dysfonctionnelle et à la fois tellement incroyable, parce qu'elle est rocambolesque et on a presque envie. Ce sont des personnages de fiction, mais tellement dysfonctionnels, ton père. Tellement dysfonctionnels. Et à la fois, je remercie leur originalité et je remercie ce parcours qui m'a offert ma complexité et ce regard sur le monde, je crois, plus ouvert et plus bienveillant qu'il ne l'aurait été sans doute si j'avais pas vécu ces années entourées de tant de personnes. On était 30-40 au quotidien quand même dans mon adolescence et on faisait des pointes à 100 les week-ends avec des fêtes monumentales. J'ai vu tant de gens et j'étais en danger évidemment. Mais il y a le modèle amoureux de nos parents, il y a l'amour qu'ils nous ont donné, mal donné, pas comme il fallait. Il y a ce qu'on porte de nos ancêtres aussi qui est là. Aujourd'hui, l'épigénétique commence à vraiment prouver. Le transgénérationnel, tout ça, que c'est réel. Aussi vrai que tu peux avoir les yeux de ton arrière-grand-père, tu peux avoir le traumatisme de ton arrière-grande-tante qui a été, par exemple, tragiquement violée. Et tu ne sais pas pourquoi, toi, il t'est rien arrivé, mais tu vas avoir une réaction totalement défensive avec les hommes pendant longtemps, sans comprendre pourquoi, alors qu'a priori, il t'est rien arrivé. Donc, on jongle avec tout ça. Et j'ai l'impression que le jeu de la vie, le jeu de l'incarnation, c'est justement de travailler ces choses-là et que les hommes ou les expériences de travail, d'amitié, sont là pour venir nous faire prendre conscience de ces douleurs, de les regarder et peut-être de les transcender. Ouais, c'est fou. Alors, il y en a un qui ne te déçoit jamais, et on en avait parlé dans ce premier épisode, puis après on avait fait d'ailleurs un deuxième épisode sur Homme au bord de la crise de nerfs, où on retrouve cet élément central dans ta vie qui est la nature. Parce que les arbres. Les arbres, parce que lui ne te déçoit jamais, et dans Homme au bord de la crise de nerfs, il est question aussi d'être initié par la nature, à nouveau, pour ces hommes. J'aime à me rappeler qu'avant, il y a quelques siècles, il n'y avait que des arbres. Nous sommes les enfants de la forêt. Avant, ici, il y avait des arbres. Paris était une forêt. Tout était forêt. Et mer et montagne, etc. Mais partout où on a construit, avant, il y avait des arbres. Donc, je pense qu'on est beaucoup à souffrir de cette déconnexion à la nature et qu'on est tellement déconnecté que parfois, il y a même des gens qui sont dans une forme de souffrance qui ne sont pas capables de nommer puisqu'ils ne savent pas ce qui leur manque. Mais je crois que je suis certaine, je suis convaincue que ce lien à la nature, il est essentiel puisqu'on fait partie de cet écosystème. Et c'est pour ça qu'on retrouve les gens en grappe sur les plages l'été, qu'on a ces besoins en fait de se reconnecter. La sylvothérapie aujourd'hui, c'est prouvé que de faire des étreintes aux arbres, ça fait du bien, que de se baigner dans la mer, ça fait du bien. On parle d'ions négatifs, d'ions positifs, etc., que ça vient réguler vraiment nos humeurs, vraiment nous soigner. Donc, je crois qu'on a besoin de un maximum, autant que se peut, de se relier en fait à cette nature qui a tout à nous offrir et qui nous offre déjà tout. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'avais fait 2 épisodes magnifiques avec Pascal Derme, qui est journaliste et qui avait enquêté justement sur la santé bleue, sur les bienfaits de l'eau et sur les pouvoirs en fait des bienfaits des arbres. Elle a sillonné le monde entier pour aller rencontrer des chercheurs. Alors, c'est génial de le documenter. Peut-être notre mental a besoin de le savoir, mais on le voit bien et c'est ce qu'elle expérimente, Alice, dans l'ouvrage. C'est-à-dire que spontanément, elle va en fait vers l'arbre et elle sent comme il lui fait du bien. Et ses enfants, en fait, aussi ont ça. Alors en fait, on a tous ça. Il faut juste s'autoriser. Tout est une question de croyance. Tout à l'heure, tu disais, c'est le regard qu'on porte sur les choses. Oui, j'ai mal, soit je crie, je panique, soit je respire et je me dis, ça va aller et je saurai comment me soigner. Oui. Avec ce calme. C'est toujours une question de regard. Mais si on ose
se dire que l'arbre est intelligent, que c'est pas parce qu'il n'a pas de cerveau qu'il n'est pas intelligent, c'est une autre forme d'intelligence. Et que, d'ailleurs, on fait un peu son travail de recherche et qu'on voit que techniquement, scientifiquement, les arbres nous font du bien. Si on ose s'adosser contre un arbre et coller sa colonne vertébrale contre lui, et vraiment s'abandonner à lui, il y a un travail de guérison qui est exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer les peuples Xingqiu, qui sont, dont le grand cacique est Raoni, cet homme qui a le plateau dans la bouche. Et eux disent, quand on traverse un grand drame, quelque chose de vraiment, vraiment difficile, on va passer 3 jours et 3 nuits contre un arbre. Donc on a de l'eau, quelques fruits, mais tu ne dois pas te relever de l'arbre. Et j'ai pas eu à passer 3 jours contre un arbre, merci. Par contre, je vais très souvent me connecter aux arbres, et je vais arriver, par exemple, extrêmement agitée par quelque chose qui m'a vraiment prise aux tripes et qui m'agite, et qui est très présent, et je suis en boucle, et j'arrive pas justement à arrêter le mécanisme de pensée. Je m'adosse contre l'arbre. 1 heure plus tard, c'est comme si cette chose qui m'est arrivée, mais il y a un mois, j'ai la même distance et le même recul. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Mais il se passe quelque chose. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça te fait du bien. C'est ça, en fait, l'important. Le curseur, il est tout le temps là. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Mais souvent, les gens, quand même, quand ils marchent dans la forêt, ils ressentent ce calme et ce bien-être. Quand ils touchent des arbres, ils ressentent ce calme et ce bien-être. On a même prouvé aujourd'hui scientifiquement qu'un malade va guérir plus vite s'il voit un arbre par la fenêtre que s'il n'y en a pas. Et que même l'image d'un arbre t'apaise le système nerveux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de l'avoir en vrai. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai un respect et un amour des arbres. Pour moi, ils sont au-dessus de tout. Non pas qu'il y ait d'échelle, mais il y a une sagesse, il y a une majestuosité de l'arbre. Il y a une absence d'ego, il y a une intelligence, il y a une puissance. Et en plus, quand on creuse, c'est eux qui nous donnent à manger, c'est eux qui nous chauffent, c'est eux qui nous permettent de construire des meubles, c'est eux qui nous font de l'ombre, c'est eux qui nettoient nos sols, c'est eux qui nettoient l'air, c'est la maison des oiseaux, c'est la maison des animaux. Enfin, c'est la base de notre pharmacopée. Tous les médicaments sont basés sur les plantes. Donc, moi, ils nous précèdent aussi pour certains. Comment ? Ils nous précèdent et ils nous survivront quand on pense que du côté de Jérusalem, il y a des arbres qui ont presque 1000 ans, je crois. Ouais, ça aussi. Dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et puis, ils continuent parce qu'une poutre, elle vibre. Une poutre, elle vibre. Moi, j'ai une maison qui a 500 ans avec des poutres immenses. Donc, l'arbre devait être graine il y a plus de 1000 ans, au moins. Et ça porte ma maison. Ah, voilà, moi, jusqu'ici, rien ni personne n'a jamais provoqué autant d'admiration que ce que l'arbre produit en moi. C'est important de trouver, tu crois, ce qui nous ressource comme ça, ce qui est un peu totémique d'une certaine manière pour nous. C'est-à-dire que toi, c'est l'arbre. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous puissiez nous témoigner sur nos réseaux sociaux. Ça peut être Qu'est-ce sur notre qui vous fait du bien ? Voilà, YouTube, ça peut être Instagram. Moi, là, j'ai passé 1 mois dans l'eau. J'ai été élevée sur une île, donc j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie dans l'eau, et je vois à quel point me baigner 3 fois par jour dans la mer pendant 1 mois, je ne suis plus la même. Là, ce que tu dis pour les arbres, et je le dis aussi moi pour les arbres, mais l'eau en particulier. Alors moi, je l'ai aussi avec l'eau, mais pas du tout de la même manière. Mais évidemment, je pense qu'en règle générale, n'importe qui se baignerait 3 fois par jour, puisque l'eau, elle est guérisseuse, le sel que ça porte, les minéraux que ça porte, etc. Et les ions négatifs dont on a besoin. À savoir d'ailleurs que les forêts et les mers sont les endroits où on a le plus d'ions négatifs, dont on a besoin en fait pour l'humeur et le système immunitaire, et que le numéro 1, c'est les cascades. Tout le monde a une joie face à une cascade. C'est ça, c'est les ions négatifs. Donc, mais en effet, moi, mon numéro 1, ça va être l'arbre si je devais choisir, et puis ça va être l'eau, ça va être d'autres choses. Je pense que, bien sûr, en tout cas, aller vers ce qui nous fait du bien, aller vers ce qui nous ressource, et il y a des lieux qui travaillent par eux-mêmes. C'est ça qui est magique, qu'on n'ait pas tout à faire.
Voilà, ils sont déjà chargés pour nous et nous apportent ça. Alors, il est question aussi, je trouve, quand même, et toujours dans tes œuvres, de féminisme, mais je trouve que c'est toujours du féminisme bien placé. Parce que parfois, il y a des féminismes qui peuvent être contre, en fait, les hommes, contre le masculin. Tu nous invites aussi, en tant que femme, à réaliser ce qu'on s'auto-inflige dans nos constructions de femmes. Et là, tu le dis avec beaucoup d'humour, son truc de l'épilation, elle va à son date, il faut qu'elle soit parfaite. Et elle commence à se déconstruire aussi par rapport à ça, Alice. En se disant, j'ai envie d'être... Pourquoi pas si j'ai envie de me maquiller, de bien m'habiller, c'est OK. Il n'est pas que question de ça, mais aussi ce qu'on subit en tant que femme et ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Ça fait écho avec Sous les jupes des filles. Bien sûr, j'ai l'impression en avançant dans les années, de comprendre ma part de responsabilité dans chaque histoire difficile que j'ai eue. Je me suis longtemps dit, je suis tombée sur un salaud, je suis tombée sur un sale type, un connard, un machin. Pour en fait me rendre compte que le point commun quand même avec tous ces hommes, c'était moi. Et là, j'ai commencé à faire un travail intéressant, c'est-à-dire comprendre où est la faille en moi pour que j'autorise ces mecs-là. Pourquoi ma voisine, elle rencontre que des mecs super et pas moi? Pourquoi ce mec-là, qui peut être super dans plein de relations, avec moi, il va pas l'être? Qu'est-ce qui est en moi? Je crois profondément qu'on est créateur de sa réalité et que ce qu'on voit autour de soi est le reflet, en fait, de notre monde intérieur. Aujourd'hui, je suis dans une réalisation que le travail est personnel et que pour attirer les bonnes expériences, enfin, les expériences qui vont nous faire du bien, il faut aller nettoyer à l'intérieur de soi plutôt que de condamner ou de juger telle ou telle personne. Ce que tu condamneras et jugeras chez l'autre, c'est ce que tu condamnes et tu juges au final chez toi-même. Et quant aux injonctions du féminin, se faire belle, je m'en amuse dans le roman, puisque au début, donc, elle est vraiment dans voilà, faut s'épiler, il faut tout faire bien, parfait, faut être canon, faut être impeccable, il faut pas rire trop fort, il faut pas parler trop vite, il faut pas dire trop de choses, et on tient tout ça, et voilà, vendre. Et pourtant, vraiment... qu'est-ce qu'elle le désire? Et pourtant, elle le veut. Donc, vendre du rêve, vendre de la façade, vendre le masque, le personnage, et puis elle va se détacher progressivement de ça. Mais ça l'empêche pas quand même de revenir sur ce qu'elle se dit en disant oui, bon, en fait, a priori, là, je vais enfiler un jean moulant, mettre du rouge à lèvres rouge et des talons parce qu'elle a envie de contact, parce qu'elle a envie d'amour, parce qu'elle a envie de tendresse, donc je m'amuse de ça. Au final, je crois que le féminin, il est celui qui nous convient à nous. J'ai une amie à moi, elle me dit je peux pas sortir sans talons. Je me sens pas femme. Moi, j'adore être à plat, enfin, avec un tout petit talon. Mais je n'aime pas être freinée. Les talons me freinent. Et par contre, sur un shooting photo, j'adore porter des talons. Ça fait des jambes de fou. Bon, voilà, je suis pas très maquillage, mais parfois c'est agréable d'en mettre. Enfin voilà, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te correspond tant que c'est pas pour se planquer et vendre autre chose que ce que tu es, en fait. En quel sens elle est illuminée pour toi, cette Alice? Parce que c'est le titre de ton ouvrage. Je sais que tu as beaucoup réfléchi au titre de ce roman. Qu'est-ce qu'une illuminée? Et encore une fois, est-ce que être illuminée, c'est une injonction? Parce qu'il y a forcément quelque chose à contre-courant dans ce titre. En fait, illuminée, c'est deux choses. C'est tu es éclairé. Et puis tu es illuminé en lien avec quelque chose qui te dépasse et qui pourrait donner la sensation aux autres que tu es décalée ou un peu folle. Un peu barrée, justement. Un peu barrée, voilà. Donc on peut dire elle est illuminée et que ce soit extrêmement positif, ou elle est illuminée et que ce soit extrêmement négatif. Je me suis amusée avec ça. On voit que tu joues, parce que sur la couverture de l'ouvrage, tiens, tu l'as à côté de toi. Est-ce que tu veux bien le montrer pour ceux qui nous suivent sur YouTube, là? Il y a une couronne, voilà, il y a toute la caricature de l'illuminée, et en même temps, elle est quand même... pas si illuminée que ça quand on la voit. Elle est belle, elle rayonne. Donc il y a vraiment les deux, voilà, que tu viens d'expliquer. Il y a vraiment les deux. Et puis pour moi, quand même, elle est belle, tu es belle. C'est Alice et c'est toi. C'est Alice, c'est l'héroïne. Illuminée, à partir du moment où ça porte la lumière,
doit y avoir quelque chose de positif là-dedans. J'adore souhaiter, par exemple, en début d'année, une année lumineuse aux gens, une journée lumineuse. Si je dis j'ai une idée lumineuse, bah, c'est que c'est une belle idée. Donc, la lumière, c'est aussi le contraire de l'obscurité. Donc, illuminer, c'est aussi regarder la source de toute chose, la lumière, l'amour, Donc, j'ai beaucoup tourné autour de ce titre sans être sûre. Au début, ça s'appelait Le Journal d'une Illuminée, puisque je l'ai écrit un peu comme un Bridget Jones qui a fait une expérience de mort imminente. Et puis finalement, c'est les éditeurs qui m'ont proposé de faire tomber Le Journal d'une et de garder le titre Illuminé. Ça m'a fait très peur, mais très peur dans le bon sens. Je me suis sentie exposée d'un coup. J'ai dit, ah, vous voulez qu'on l'appelle Illuminé, quoi. Tout simplement, juste ça. Mais donc, et tout de suite, j'ai eu peur. Je me suis dit, on va me prendre pour une illuminée, alors, et machin. Et c'était comme un bouclier, le journal d'une, quoi. Un bouclier. Je me suis sentie beaucoup plus à nu et, en fait, beaucoup plus authentique. C'est bon, ça aussi. D'assumer ça, en fait. Alors, tu parles du journal, tu parles beaucoup du processus d'écriture parce que Alice, elle aime écrire, elle confie en fait sa vie et ses peines et ses réflexions à son journal. Elle ne peut que les confier à son journal puisque là-haut, on lui a dit trouve l'amour et ne parle à personne de ce qui t'est arrivé. Donc, elle ne peut pas raconter ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, il faut bien qu'elle déverse quelque part ce trop-plein d'informations. Toi, être arrivé au bout de cette écriture, est-ce que ça a posé quelque chose en toi? Est-ce que tu sens que ça a métamorphosé justement ta vie? Parce que, évidemment, que c'est romancé, qu'il y a plein de choses. Il y a aussi des choses de toi. Il y a plein de choses qui sont pas toi, qui sont aussi des choses que tu as compris dans cette vie et que tu as lues et tu t'inspires de plein d'autres personnages. Mais quand même, est-ce qu'il y a un avant, un après? En fait, parce que oui. Ah oui. Je me suis pas rendu compte de ce que j'écrivais. Je m'en suis pas rendu compte. Mais en fait, c'est un grand acte de guérison. J'ai fait un grand nettoyage, en fait, en écrivant ce livre. Je m'en suis pas rendu compte, je ne l'ai pas écrit pour ça. J'avais envie de parler des mondes invisibles, j'avais envie de parler d'amour, je n'ai pas compris, en fait, ce que ça allait m'apporter à moi personnellement. Et puis, il s'est passé des choses très troublantes le jour où j'ai terminé le livre. Vraiment très troublantes. Et je crois que je suis arrivée au bout d'un système. Avec, même surtout dans mon lien, justement, à l'amour, à l'idée de l'amour, à l'autre, à l'homme, à la relation, etc. Qu'il y a un cycle qui s'est terminé avec ce livre. C'est ce que je ressens profondément, quelque chose qui s'est apaisé. Et oui, je dirais définitivement qu'il y a un avant, un après. Quand on écrit, il y a des choses qui nous échappent, tu le sais. Il y a ce qu'on a prévu de faire et puis il y a ce qui nous dépasse complètement. Tout à l'heure, je vais lire le premier chapitre. Et ce chapitre, il n'était pas prévu dans l'histoire, a priori. Je commençais plus tard. Et puis je me suis dit, ce serait drôle quand même de commencer par ce réveil, en fait. Ce réveil après ces 40 minutes d'expérience de mort imminente, puisqu'elle vit 40 minutes, elle meurt de 40 minutes. Oui. Et par exemple, cette naissance que je raconte, puisque c'est comme une naissance, c'est les premiers mots, les premiers pas, elle est nue, elle est dans le noir, elle comprend rien. Elle pense qu'un homme est là et veut la zigouiller. Ça, quand par exemple j'ai compris ça m'aime beaucoup. Je me suis dit, waouh, est-ce que c'est pas ça, quand on est femme, je viens de voir un film qui s'appelle Sorry Baby, je crois. On voit une fille avec un petit chat comme ça. Et en fait, c'est un désolé qu'elle va dire à une petite fille qui va naître. Parce que je sais ce qui t'attend. Parce que, voilà, malheureusement, on est beaucoup à avoir vécu des choses violentes avec les hommes. Et quelque part, naître, c'est aussi, femme, se confronter, en fait, à ce danger qui est là. Et j'ai été
quand j'ai réalisé ce que j'avais écrit, parce que je l'ai pas fait pour ça. Je ne l'ai pas intellectualisé, ce truc-là. Je me suis pas dit, je vais faire une naissance, puis il y a un bruit, puis elle pense que c'est un homme, et puis du coup, il y a ce danger. Je l'ai pas fait pour ça. Ça s'est écrit, quoi. Ça s'est écrit. Mais par contre, j'ai beaucoup réfléchi. Quand je me suis dit, waouh, regarde ta naissance. Regarde ce que tu racontes comme naissance. Elle part du principe qu'il y a l'homme danger, l'homme dangereux. Ce qui est vrai dans les statistiques. Ce qui est vrai. C'est factuel. On est beaucoup plus vulnérables, on est des proies potentielles. De toute façon, tu regardes les féminicides, la violence, les morts, les conjoints tués, etc. Bon, c'est les hommes. Non, mais les chiffres parlent. Les chiffres parlent, il n'y a rien à dire. On ne dit pas qu'il n'y a pas des hommes qui subissent ça. On est en train de dire que majoritairement, ce sont des femmes, et que moi, quand je demande à mes copines, parle-moi de ton enfance et raconte-moi tes trucs et tes machins, je suis désolée. J'en ai pas encore rencontré qui ait pu me dire que elle n'avait pas un moment ou un autre rencontré quelque chose, un regard, un contact déplacé par rapport à l'âge qu'elle avait. Donc oui, l'écriture est thérapeutique aussi, toujours. L'écriture est thérapeutique. Toujours. Pour toi et pour le lecteur, parce que je dois te dire quand même, et je te l'ai dit hors antenne, que je trouve que c'est un livre guérisseur, c'est-à-dire que moi j'y ai trouvé des clés pour moi-même. Parce qu'à travers le cheminement d'Alice, évidemment qu'on n'a pas toutes les mêmes histoires et tous les mêmes histoires, mais à travers son cheminement, on retrouve des clés, et même si on les connaît, et même si j'entends beaucoup de choses à travers Métamorphose, de le voir mettre en scène des scènes de vie, on retrouve nos mécanismes, parfois nos automatismes, nos blessures à travers ça. Il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir, parce que j'aime me dire qu'on transforme nos douleurs en matière créative, en bouquets de fleurs, en feux d'artifice. Et les bouquets de fleurs et les feux d'artifice, ça apaise les cœurs des autres quand ils les regardent. Et voilà, si j'ai réussi à écrire un livre qui puisse faire du bien et qui puisse amener à cet endroit de travail et d'interrogation sur qu'est-ce qu'être libre, qu'est-ce qu'être soi, alors je suis la plus heureuse des femmes, puisque c'est mon intention avant toute chose, c'est que ce que je transmette fasse du bien. En tout cas, moi, j'ai pas pu le lâcher, pour tout te dire, plusieurs soirs d'affilée, et je pense qu'il aura ce pouvoir. Et d'ailleurs, si vous le lisez, ce serait intéressant d'avoir vraiment vos retours. Est-ce qu'il vous a fait ça à vous, ou c'est sur certains pans de l'histoire d'Audrey? Et merci, parce que je crois que le récit a cette puissance-là de l'identification qu'on retrouve au cinéma, qu'on retrouve quand on voit un acteur, qu'on a peut-être moins dans des livres pratiques où on est des experts, évidemment, on va s'identifier, mais ça reste une parole, alors que là, il y a l'identification au personnage. Les neurones miroirs. Oui. Quelque part, c'est ça qui se passe quand on voit un film et qu'on est saisi de l'émotion que le héros est en train de vivre. C'est par neurones miroirs. Et c'est pour ça que l'art, c'est magique. C'est pour ça que je remercie Maïr Gurven qui m'a dit « écris un roman de fiction ». Parce qu'en fait, j'avais envie de parler de ces sujets, mais ça aurait été tellement différent. Et là, d'un coup, de pouvoir les incarner, avec en plus toute la liberté de la fiction et la magie de la fiction, puisqu'en fait, je peux faire apparaître un nuage rose et faire pleuvoir au-dessus de quelqu'un, si j'ai envie. C'est la magie de l'imaginaire. Donc, j'adorerais, en effet, quand tu as dit tout à l'heure, donner vos retours si vous le lisez. Et c'est très important, en fait. C'est une des souffrances que j'ai, moi, en tant qu'artiste. Comme je viens du théâtre, j'ai toujours eu un retour immédiat avec le public. Parce que tu sens, tout simplement, même si tu fais une pièce pas drôle, tu sens si les gens t'ont écouté, si ça leur a plu. Et puis, les gens vont t'attendre, vont te parler, etc. Avec le cinéma, c'est super différent. Et avec l'écriture aussi, c'est extrêmement différent. Ouais, donc, et comme on écrit pour les gens, avoir les retours des gens, c'est génial. Alors, on l'imagine évidemment à l'écran un jour, ce livre. Eh bien, c'est en cours de discussion déjà. Ah ouais. Tu incarnerais ce personnage ou pas forcément? Je suis pas sûre. Oui. Je suis pas sûre parce que d'abord, j'ai un immense plaisir à être réalisatrice et à diriger les acteurs. J'ai du mal à faire les deux. Je l'ai fait une fois sur un film, j'ai détesté. Et puis... aussi, je sais pas en fait. Je le vois debout et il va se passer ce qui doit se passer, ce qui sera absolument juste en fait pour le livre. Je sais pas si je serai devant avec quelqu'un. Je sais pas. On va voir.
En tout cas, un immense merci Audrey Dana, c'était un régal une fois de plus de te recevoir et tu sais toute l'amitié que j'ai pour toi, de parler de ce livre illuminé aux éditions J.C. Lattès. Et puis on se retrouve tout de suite avec l'ouverture de ton livre, ce premier chapitre que tu vas nous lire face caméra si ça te va. Ça me va très bien. Je te remercie Anne pour cette invitation. C'est toujours un bonheur d'avoir cet espace d'expression. Merci à toi Audrey, vraiment. Merci. Ouais, merci. Donc, comme on vous l'a dit dans l'émission, je vais lire le premier chapitre d'Illuminé. Et le premier chapitre s'appelle « Mon Dieu ». On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Tout est froid, trop froid. Le genre de froid qui pénètre dans la peau, s'infiltre jusque dans les os et pétrifie le squelette. Mon corps me semble lourd, collant, j'ai mal. Une douleur sourde. J'ai l'impression d'avoir été démontée puis recollée. Et la sensation désagréable d'être contenue, rangée quelque part. J'ouvre les yeux. Noir total, où suis-je? Il faudrait crier, mais rien ne sort. Et ce froid, toujours, c'est un cauchemar. Je dois me réveiller, je me concentre. Le cauchemar ne me quitte pas et je comprends que je suis réveillée. Le corps nu, incapable de bouger. Qu'est-ce que je fais là? Ma tête est pleine de brume. Quel jour on est? Quelle année? Les souvenirs affluent, au compte-gouttes, un rendez-vous galant, un homme qui m'a demandé « Tu veux pas goûter mon cocktail ?» J'ai bu une gorgée. Mon dernier souvenir. Faites que je sois pas enceinte. Faites que ce psychopathe ait mis un préservatif. Toujours impossible de hurler. J'essaie de bouger comme je peux, mes membres engourdis butent contre les parois. Je suis enfermée dans une caisse. Je dois être chez lui, dans une pièce cachée ou dans sa cave. Après m'avoir violée, va-t-il me découper? Combien de filles a-t-il ramené ici avant moi? Mon souffle s'accélère. Je vais étouffer. J'arrache ce qu'il me reste de force pour cogner ma tête, mes mains, mes pieds contre ce qui me contient, mais rien ne bouge. Soudain, des pas et une voix d'homme. La peur me broie le ventre. C'est la fin. C'est la fin. Je suis arrachée de ma boîte. La lumière m'éblouit. Un néon, un plafond blanc, une odeur de désinfectant, acide, cru. Je suis nue, étendue sur une plaque de métal. Un cri fend l'air et mon corps tout entier. Je tourne la tête, ce n'est pas lui. L'homme recule si brusquement qu'il fait basculer un chariot dans un fracas de métal et de verre. Le bruit me brise les tympans. Il agrippe la croix en argent autour de son cou et répète en boucle d'une voix chevrotante « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Et moi, par mimétisme, je répète « Mon Dieu ?» Mon premier mot. L'air qui traverse mes cordes vocales écorche ma gorge. Je veux sortir. L'homme se rapproche, lentement. Mes bras engourdis me répondent à moitié. Je m'agrippe au bord du tiroir. Je pousse, je glisse, centimètre après centimètre, jusqu'à ce que mes jambes tombent dans le vide. Je me découvre entière. Pas de sang, pas de coups, pas de cicatrices, juste la nudité. Je me couvre la poitrine d'un bras par réflexe. L'homme continue d'avancer. Raide, les yeux exorbités, une porte, je dois fuir, le froid me traverse, mes jambes vacillent, mais je tiens debout, un pas maladroit, et puis un autre, un enfant qui apprend à marcher. Il est là, à portée de bras, je saisis péniblement une plaque de métal tombée du chariot, rassemble mon peu de force et dans un élan, le frappe au visage. Il titube, je me traîne jusqu'à la porte, poignée, ouverture, couloir, trop de lumière, trop de sons, des pas, des voix, un plateau tombe, fracas, et l'odeur du café froid, de la chair, de la javel. Des gens s'arrêtent, tous me regardent. Je prends conscience que je suis toute nue devant des tas d'inconnus. Une femme surgit, elle me couvre d'une blouse blanche et chuchote. Mon Dieu, comme si j'étais une malédiction. Je balbutie, qu'est-ce que je fais ici ? Sans répondre, elle m'attrape par le bras, m'entraîne à travers les couloirs. Je suis à l'hôpital. J'ai dû être retrouvée dans une ruelle. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Autour de moi, les murs tournent, les néons hurlent, la blouse me gratte la peau. Qu'est-ce que je faisais dans cette chambre bizarre ? On entre dans une salle, 2 médecins se lèvent d'un bond. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec lui ? Je veux savoir. Est-ce que j'ai été violée ? Ils se regardent. Un silence. Puis une voix. Un flot de paroles. Œdème de coinque. Allergie subite. Mon cerveau ne retient qu'un son, en syllabes détachées, cacahuètes. Il claque, me vrille le crâne. Tous les souvenirs déferlent devant mes yeux écarquillés. Et je n'ai plus qu'un seul mot à la bouche. Fragile, vain, désemparé. Mon Dieu. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
tous les lundis et jeudis dès 7h.